tous, bienvenue dans Entre nous sur ICI Télévision. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Monsieur Christopher Skeet, membre de la coalition Avenir Québec qui occupe les fonctions de député de Sainte-Rose, ministre délégué à l'économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval. Restez avec nous pour cette conversation où nous discuterons de ses réalisations, de ses projets et des solutions proposées pour résoudre certains enjeux clés qui touchent notre société. Bonjour Monsieur Skeet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de questions qui interpellent beaucoup les téléspectateurs. On va pouvoir un petit peu en discuter aujourd'hui. Vous avez été élu député de la circonscription de Sainte-Rose, justement, en octobre 2018, réélu en 2022. Oui. Et en même temps aussi, vous avez été nommé à plusieurs fonctions ministérielles. Okay. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais voir un petit peu, parce que vous êtes entré à ce poste-là à un moment clé, à un moment critique, post-pandémie, en octobre 2022. Et vous avez joué un rôle important, justement, sur le plan de relance. Aujourd'hui, on est 4 ans après cette pandémie et 2 ans après votre élection. Comment mesurez-vous un petit peu l'impact, j'ai envie de dire, du progrès peut-être de ce plan et les résultats? Mais vous savez, les temps sont difficiles. Beaucoup de Québécois ont de la misère à rejoindre les deux bouts. La sortie de la pandémie a été un élastique qui était sous tension. Et dès qu'on a réouvert l'économie, il y a eu un chamboulement économique qui a fait en sorte que l'inflation a monté beaucoup. Les chaînes d'approvisionnement ont été déstabilisées, une grande inflation alimentaire et aussi sur les biens. La hausse des maisons. Les gens, durant la pandémie, ont réalisé que peut-être leur chez-soi était trop petit. Alors, beaucoup de gens ont voulu sortir, acheter des maisons. Ça a eu une incidence sur la hausse des coûts de la maison et aussi la hausse des coûts des logements qui a été beaucoup précipitée par une augmentation importante d'immigrants qu'on a reçus au Québec. Donc, beaucoup d'enjeux en même temps qui font en sorte qu'il y a des défis économiques à relever. La bonne nouvelle, c'est que toutes choses étant égales par ailleurs, le Québec se démarque dans le Canada. Je donne un exemple. L'inflation relative pour le Canada a été 19 % en moyenne pour partout au Canada. Puis au Québec, mais nous, on est chanceux, on a eu une hausse moyenne de 22 % des salaires. Okay. Donc, oui, c'est difficile pour beaucoup trop de Québécois, mais en même temps, on a de quoi se réjouir que les salaires ont augmenté plus vite que l'inflation. Mais il y a aussi beaucoup de secteurs comme le tourisme qui ont été gravement touchés, la restauration. Est-ce qu'il y a eu un plan précis pour ces secteurs-là? La bonne nouvelle, c'est que pendant la pandémie, on a beaucoup supporté ces industries-là. On a participé à financer les manques à gagner que ces industries-là vivaient. Je pense, entre autres, au programme qui était le Paresso et le POPME. C'était 2 programmes d'urgence qu'on donnait aux PME pour les aider à passer au travail. Par la suite, après la pandémie, on a même eu des pardons de prêts. Alors, on était présent aussi pour pardonner certains prêts. Beaucoup d'entrepreneurs, aujourd'hui, vivent une difficulté, entre autres, parce que le gouvernement fédéral a choisi de demander le remboursement total de l'aide d'urgence. Ça, c'est une initiative fédérale, mais de notre côté, le Québec, on a été très présent pour offrir des pardons de prêts pour ceux qui nous ont demandé. Et justement, vous avez annoncé récemment beaucoup d'investissements, de prêts dans les secteurs de l'économie, l'innovation, la technologie, le développement durable et l'entrepreneuriat. Il y a un prêt de 21,5 millions qui a été accordé à 11 organismes à travers le Québec. Quelles sont vos attentes à ce niveau-là? Quelles sont les retombées attendues du gouvernement? Mais vous savez, je fais des annonces à presque tous les semaines où on va annoncer de l'argent. On a beaucoup parlé de Northvolt. M. Legault parle beaucoup de Northvolt. C'est un investissement de 7 milliards d'argent privé pour le Québec. Mais la réalité, c'est que 82 % des interventions du gouvernement du Québec se font pour les entreprises de moins de 200 employés. Okay. Et 40 % de ce 82 %-là, c'est pour les entreprises de moins de 20 employés. Alors, on est très présent auprès de les PME. Et donc, on avait fait une initiative récemment, une belle annonce à l'Université de Sherbrooke à Longueuil avec ma collègue Shirley Dorismont, où ce qu'on a annoncé de l'aide pour, entre autres, l'économie sociale, les entreprises innovantes qui vont aider le gouvernement à surmonter des défis de société. Alors, c'est une de plusieurs belles annonces qu'on a faites récemment. Et justement, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises peut-être ou qui ont déjà été annoncées pour favoriser en fait le travail, la collaboration, j'aimerais dire, entre provinces?
Quand vous dites entre les provinces, vous voulez dire... Interprovincial entre le Québec et le reste du Canada pour peut-être favoriser vraiment, faire briller, j'aime dire, le Québec à travers tout le Canada. Mais vous avez raison que c'est un aspect important. Moi, je siège sur un comité interprovincial avec d'autres ministres de l'économie à travers le Canada. Et l'idée, c'est de réduire les barrières d'échange. Vous savez, souvent, il y a des barrières d'échange entre les provinces. Des fois, même plus qu'entre le Canada et les États-Unis. Alors, il faut régler ces barrières-là et on travaille activement à réduire ces barrières-là. Puis, je ne vous cacherai pas, le Québec est très bien positionné. Aujourd'hui, on célèbre un anniversaire important, l'anniversaire de la doctrine Gérin-Lajoie. La doctrine Gérin-Lajoie, c'est quoi? C'est que le Québec prend sa place à l'international et dans les autres provinces pour prendre sa place dans ses secteurs de compétences. Alors, le Québec a des bureaux à Toronto, a des bureaux à Ottawa, des bureaux à Washington, New York, Chicago. Alors, on prend notre place à l'international pour faire rayonner les entreprises québécoises. Et vous avez parlé tout à l'heure justement du soutien que vous avez apporté aux petites et moyennes entreprises. Justement, souvent, de leurs problèmes vraiment clés, c'est souvent le financement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour faciliter un petit peu leur accès au financement, que ce soit plus facile pour eux? Vous avez raison que c'est un défi le financement. Souvent, les banques, c'est difficile d'aller chercher des prêts. Puis surtout, le défi qu'on voit avec les communautés immigrantes, entre autres, c'est que sont dans des secteurs d'activité qui sont des secteurs qui ne sont pas souvent finançables ou difficiles à financer. Je pense, entre autres, à des entreprises comme la restauration. Investissement Québec n'a pas sur ses listes de priorités de faciliter l'accès à l'aide financière pour les gens dans le secteur de la restauration. Fait que ça, c'est un exemple où ce que les gens pourraient se dire, oui, c'est difficile d'avoir accès à cette aide-là. Puis de l'autre côté, vu que c'est haut risque, il y a beaucoup d'entreprises qui ne réussissent pas cette démarche-là. De l'autre côté, mais les banques aussi sont réticentes à financer. À ça, je suggère aux entreprises québécoises, les PME qui nous écoutent aujourd'hui, à aller voir la MRC locale. Dans le cas de Montréal, ici, ça serait PME Montréal. Ils ont une aide accrue, ils ont des supports donnés par le gouvernement du Québec, entre autres par le programme d'Accès Entreprise Québec, où ce qu'on va avoir un accompagnement. Alors, au-delà du financier, il y a même l'accompagnement pour savoir comment on peut réussir ces affaires-là. Et juste avant de prendre une petite pause, on aimerait aborder un petit peu le côté un peu plus vert. On sait qu'on essaie d'apporter un côté plus vert, plus écologique justement à notre province. Je me demandais un petit peu, est-ce qu'il y avait des mesures qui sont mises en place, qui vont être mises en place pour justement pousser l'économie, oui, mais tout en ayant quelque chose de plus durable, en respectant plus l'environnement? Oui, la réponse, c'est oui. Il y a beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Vous savez, le gouvernement du Québec s'est donné un plan pour une économie verte. C'est un plan chiffré. La première fois dans l'histoire du Québec qu'on a un plan chiffré où ce qu'on veut réduire notre empreinte carbone. Rapidement, l'objectif, là, c'est d'être carboneutre en 2050, de bannir la vente de véhicules à combustion interne d'ici 2035 et d'ici 2030, d'avoir 2 millions de voitures électriques sur nos routes. Donc, on est très ambitieux. C'est très ambitieux comme plan, mais on est confiant qu'on peut y réussir. Merci, M. Skit. On va faire une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Retour après la pause. Dites-moi un petit peu, M. Skid, vous voulez aborder aussi évidemment la question de l'entrepreneuriat. On a parlé vraiment du soutien aux PME et aux petites entreprises et petites et moyennes entreprises, mais aussi on se rend compte aussi que beaucoup ont du mal à avoir l'accès à l'entrepreneuriat, et particulièrement les femmes et les minorités visibles. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour les encourager, ces personnes-là qui vont, j'ai envie de dire, faire un peu bouger l'économie de demain? Vous avez raison, l'entrepreneurship, c'est un défi collectif au Québec. Il n'y a pas assez de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Puis, c'est un beau défi aussi à relever parce que, vous savez, c'est pas juste l'entrepreneurship qu'il faut regarder, c'est aussi le reprenariat. Le reprenariat, c'est de reprendre une entreprise de quelqu'un qui veut céder son entreprise. Alors, on a une population vieillissante, il y a plein de gens qui veulent quitter leur entreprise ou prendre leur retraite. Alors, au lieu de se partir en affaires puis de risquer tout pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner, c'est une belle occasion de mettre en valeur le reprenariat. J'invite les gens qui nous écoutent aujourd'hui à considérer aussi reprendre une entreprise qui existe déjà. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a de l'aide disponible. Le CETEQ, C-E-T-E-Q, accompagne les gens qui seraient intéressés à faire du reprenariat. Et comme j'ai dit tantôt, PME Montréal, c'est un outil important, local et disponible pour accompagner les entrepreneurs en devenir. Je voudrais revenir un peu sur une annonce que vous avez faite, une annonce d'investissement de 9,2 millions de dollars pour les produits du Québec. Donc, il y a 4 projets à Laval, dont 4 projets à Laval, pour un total de 1,36 million de dollars pour encourager justement l'achat local.
Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la certification Les produits du Québec que vous soutenez? Mais vous savez, il y a une chose qu'on a appris après la pandémie, c'était que le Québec n'était pas autosuffisant dans beaucoup de secteurs. L'achat local, c'est une façon d'encourager les commerçants locaux. Tout le monde sait ça. Mais quand on pense à l'achat local, il faut aussi penser à notre empreinte écologique. Si on fait venir un produit, mettons, de la Chine ou de la Californie, mais il faut le transporter pour qu'il arrive ici. Or, si on a des produits déjà créés ici, non seulement on peut enrichir et faire rouler l'économie locale, mais on peut encourager les commerçants locaux. Alors, le gouvernement du Québec a mis sur place une initiative qui s'appelle Les produits du Québec. On finance l'organisme qui est Les produits du Québec afin d'accompagner les entreprises québécoises vers une certification. Comme ça, les Québécois vont pouvoir savoir clairement que leur produit est fait au Québec. Et c'est certifié, vérifiable. Alors, on a la certitude qu'on ne se fait pas arnaquer. Donc, ça vient rejoindre deux objectifs, l'achat local et aussi de certifier que c'est vraiment le cas. Et qu'est-ce que ça prend pour ces entreprises pour pouvoir justement aspirer à cette certification? Bien, il y a toutes sortes de belles mesures fabriquées, conçues, et même les aliments du Québec, si vous êtes dans la nourriture. Alors, j'invite les gens à contacter les produits du Québec ou les aliments du Québec. C'est facile, on va sur un engin de recherche et on tape ça dedans et on va les trouver facilement. Et ils vont nous accompagner, vous accompagner vers une certification. Et c'est remis assez rapidement? Le processus est long? C'est un processus qui est rigoureux. Il faudrait être prêt à prouver justement que nos produits sont faits du Québec. Mais je pense que le coup en vaut la chandelle parce que, ultimement, les Québécois cherchent cette marque-là. Ils veulent s'assurer que les produits qu'ils achètent sont faits au Québec et cette certification-là devient le véhicule pour le faire. C'est vrai que ça peut être rigoureux, mais vraiment, ça vaut la peine. Puis les gens cherchent ça aussi. En effet. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place aussi pour soutenir, j'allais dire, l'exportation justement de ces produits, j'allais dire, à l'international même? Vous avez raison, c'est tellement important parce que quand on réussit à faire de l'exportation, mais on importe de l'argent. Et ça, c'est important parce que ça grossit la tarte économique du Québec. Le Québec, comme je disais tantôt avec la doctrine Gérin-Lajoie, c'est doté de bureaux un peu partout dans le monde. Juste aux États-Unis, on a 12 bureaux maintenant, que ce soit Atlanta, que ce soit Miami, que ce soit Los Angeles. On a des bureaux pour accompagner les entreprises. J'arrive d'une mission à Houston et à Austin où on a accompagné des gens du secteur de vidéo. Okay. Et ces gens-là ont été accompagnés avec une délégation québécoise. Et ça, c'est des services qui sont donnés gratuitement. Bien, je dis gratuitement, on le paie avec nos impôts. Mais ces gens-là sont accompagnés et c'est le rôle des bureaux du Québec, c'est deux choses. D'amener de l'argent vers le Québec, mais aussi d'aider les Québécois à s'établir à l'étranger. Et j'invite les gens qui sont prêts à cette exportation-là à regarder avec les bureaux du Québec qui sont un peu partout dans le monde. Parfait. On remarque aussi qu'on a un peu, comment dire, un frein au niveau de la jeunesse, au niveau de l'emploi, au niveau de l'accès à l'emploi et même, j'ai envie de dire, peut-être aussi de l'engouement vers l'emploi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Comment vous remarquez ça, vous remarquez cette situation et peut-être y a-t-il des solutions en fait, qui sont mises en place pour s'assurer en fait, de leur participation vraiment active dans l'économie et même au niveau social? Vous avez raison. Il y a un défi avec l'entrepreneurship et l'engagement jeunesse. Moi, je suis aussi responsable de l'économie sociale. L'économie sociale, pour moi, je pense, ça répond en partie à ce manque d'engouement-là. Les jeunes aujourd'hui, plusieurs jeunes, pas tous, mais certains jeunes, ils se disent, j'ai-tu le goût de me réveiller, moi, faire des journées de 12 heures pour aller enrichir quelqu'un et peut-être nuire à la planète? Et alors, ces jeunes aujourd'hui sont empreints de beaucoup de civisme et de responsabilité sociale dans leurs valeurs. L'économie sociale, c'est une façon de s'impliquer pour redonner à la collectivité. Alors, on peut devenir actionnaire d'une entreprise d'économie sociale, faire œuvre utile et réinvestir les profits pour l'œuvre utile. Je pense que ça, c'est une des façons qu'on peut encourager les jeunes à avoir un peu plus d'envergure de vouloir se lancer en affaires. Puis, j'invite les gens aussi à regarder c'est quoi les différents modèles d'affaires qu'on pourrait avoir pour nos entreprises. Et justement, je regardais un petit peu à Laval, vous avez encouragé justement une start-up, Terox, à Laval justement, qui, j'ai envie de dire, qui s'implique dans le numérique. On s'entend que le numérique, c'est vraiment un secteur qui plaît beaucoup, c'est un secteur d'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres start-up comme ça que vous allez encourager, qui vont être poussées aussi pour justement peut-être donner envie aux jeunes qui s'intéressent à ce milieu d'avenir? Souvent, les jeunes ne savent pas par où commencer. Hein? Puis ces jeunes-là, ils ont des bonnes idées, mais ils ne savent pas sur quelle porte cogner. Exactement.
TerraX, c'est une initiative où c'est un incubateur. Un incubateur, c'est exactement à quoi on pense quand on pense à un incubateur pour bébé. C'est une place où on va avoir une protection, on va être suivi, il va avoir accès à des conseils, de l'aide, de l'accompagnement, un loyer modique et aussi les outils et accès à du VC, du Venture Capital. Puis ça va faire en sorte que les gens qui ont des bonnes idées peuvent se faire accompagner dans leur projet. Mais si ce n'est pas ça, à Laval, on a aussi Laval Économique qui a aussi Accès Entreprise Québec avec des gens qui sont là pour les accompagner à tous les jours pour réaliser leur projet. Alors, oui, c'est pas toujours facile de savoir par où commencer, mais la première chose que je dirais aux gens, c'est chaque MRC, dans toutes les régions du Québec, ont un département pour accompagner les gens, les entrepreneurs et les gens qui veulent se partir en affaires. Et moi, je les invite à les contacter. À Laval, c'est Laval Économique. À Montréal, c'est PME Montréal. Sinon, allez voir votre MRC. Merci pour ces conseils. On va faire une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission. Dites-moi un petit peu, Monsieur Skeet, on a parlé pas mal de l'économie, mais je tiens aussi quand même à rappeler, à souligner que vous êtes aussi le ministre responsable de la lutte contre le racisme ici, donc, dans notre province. Je me demandais un petit peu comment votre ministère il collabore avec justement les organismes, peut-être les associations justement communautaires, pour connaître leurs besoins, connaître, j'ai envie de dire, leurs problématiques pour pouvoir bien y répondre. Je suis effectivement le ministre responsable de la lutte contre le racisme et c'est un bureau de coordination. Vous savez, en 2020, Feu Nadine Giraud et M. Carman ont co-présidé le groupe d'action contre le racisme. Le groupe d'action contre le racisme s'est donné comme objectif de voir c'est quoi l'écosystème de gens qui sont interpellés par la lutte au racisme. Et on est arrivé avec 25 recommandations. Dans les 25 recommandations, il y en avait 12 qui touchaient les affaires autochtones, il y en avait 13 qui touchaient les minorités visibles. Je suis désormais responsable du volet minorités visibles. Un exemple, c'était, bien sûr, on ne va pas régler le racisme. Je ne prétends pas que demain matin, le Québec va abolir le racisme. Par contre, il y a certaines choses qu'on peut faire pour régler des irritants, des choses qui font en sorte qu'on ne se sent pas citoyen à part égale. Je pense notamment les interpellations policières. Je pense notamment la discrimination quand on cherche un logement. Je pense, entre autres, la reconnaissance des diplômes. Il y a des enjeux importants qui touchent les minorités visibles au Québec et sans éradiquer le racisme, on peut rendre la vie plus facile à ces gens-là. Donc, moi, je suis responsable de coordonner l'action gouvernementale pour arriver à résoudre ou améliorer la situation dans ces champs d'action-là. Justement, je vais reprendre une phrase que vous avez vous-même dite. Le racisme n'a pas sa place dans notre société. Je me demandais un petit peu comment vous mesurez l'impact, les résultats des programmes, des solutions que vous apportez. On s'entend, c'est un sujet, j'aime dire, c'est une bataille, c'est une grande bataille. Comment vous mesurez les retours, en fait, de ça? Vous avez raison, c'est très difficile à mesurer le progrès. C'est pour ça, je pense, que la façon de faire qu'on s'est donnée avec les groupes d'action, de dire régler le racisme, c'est trop gros. C'est comment on mange un éléphant une bouchée à la fois. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va avoir des objectifs clairs. On veut donner accès à des gens à des logements, mais parfait. On va donner des sous à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour accompagner les personnes à porter plainte si jamais sont victimes et avoir justice. Avec cette mesure-là, on règle deux problèmes. D'un bord, on lance un signal clair que ce n'est pas acceptable. De l'autre côté, on donne la justice aux gens. Imaginez une personne qui sent que le Québec, ce n'est pas pour lui ou elle. Puis, du jour au lendemain, on réussit à lui donner justice dans ce système-là. Mais là, on vient juste de contribuer à son sentiment d'appartenance. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des cibles mesurables. Et c'est la raison pour laquelle on finance cette initiative-là avec la CDPDJ. Quand on parle des interpellations, on parle d'une exclusion. Les gens se sentent visés. C'est des gens qui sont supposés les protéger. Et de l'autre côté, ils se sentent victimisés par ces personnes-là. Alors, on doit rebâtir ce lien de confiance-là. Et on le fait en mettant en place des règles claires. Premièrement, c'est pas acceptable. Donc, pour la première fois, on est venu dire que les interpellations pour motifs discriminatoires, c'est pas permis. Avant, ça n'existait pas. Et je tiens à rappeler, parce que les gens ne le réalisent pas, mais avant notre gouvernement, avant 2020, ça n'existait pas un ministre de la lutte contre le racisme. C'est nous. C'est nous qui avons mis ça en place. Et pour moi, le petit jeune noir qui a grandi au Québec, puis lui, il se faisait traiter par le nom en haine, puis qui a vécu de la discrimination, mais il n'y a rien qui me rend plus fier que ça.
Et justement, c'est intéressant de voir, comme vous dites, que ça n'existait pas avant. Qu'est-ce qui a fait que justement ça a été créé maintenant? Est-ce que c'est l'envie, l'engouement de plusieurs personnes justement du ministère, du gouvernement qui se sont dit c'est le moment? Écoutez, il y avait le timing. Vous vous souvenez, il y avait la mort de George Floyd qui avait choqué le monde entier. Mais il y avait aussi une synergie, je vous dirais, parce que pour la première fois, on avait un gouvernement qui était représenté avec beaucoup de personnes afrodescendantes. Je pense notamment à Nadine Giraud, je pense notamment à Lionel Carman, je pense à moi. Avant, il y avait aussi France Benjamin au Parti libéral. Il y avait aussi la chef de l'opposition officielle qui était Mme Dominique Anglade. Donc, pour la première fois, il y avait comme une masse critique de personnes afrodescendantes qui, tout à coup, faisant en sorte que cette question-là devait se poser. Et grâce au courage de M. Legault, notre premier ministre, il a vu la sagesse de créer ce rôle-là. C'était la première recommandation du groupe d'action contre le racisme et j'ai le plaisir maintenant d'occuper ce poste-là. Je vais juste revenir sur un événement aussi qui est la semaine justement d'action contre le racisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien, dans le fond, c'est une initiative gouvernementale pour se donner une occasion de jaser de la lutte au racisme. Puis, je dois aussi prendre l'occasion de vous mentionner, on a aussi lancé un prix pour la lutte contre le racisme. Alors, le prix pour un Québec sans racisme, qui maintenant va avoir même des entreprises. Donc, si vous êtes un organisme public, parapublic, un organisme, une entreprise privée ou un OBNL, vous pouvez postuler pour un prix pour un Québec sans racisme. Et on rentre dans notre 3e édition. C'est vraiment une belle initiative pour récompenser les gens qui mettent en œuvre un plan pour lutter contre le racisme. Et justement, comment les citoyens peuvent s'impliquer? Ceux qui veulent justement aller un peu plus loin, ceux qui veulent s'impliquer personnellement ou collectivement, comme vous le dites, avec ce prix. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons pour eux de s'impliquer justement contre la lutte contre le racisme? Bien, en fait, je dirais, ça serait de reconnaître. Moi, le premier conseil, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de s'impliquer. Il y a des groupes un peu partout. Je vous laisse choisir la panoplie de gens qui peuvent répondre à vos valeurs. Mais philosophiquement, je pense qu'elle est là, votre question. On a tous une responsabilité pour lutter contre le racisme. Puis la première chose à faire, c'est de reconnaître nos propres billets. On peut bien être de bonne foi, mais tout le monde a des billets. Donnons-nous la permission de se dire « je ne suis pas parfait, j'ai des billets ». Et une fois on se permet de dire ça, là, on peut adresser la question. On peut dire « mes billets, je veux lutter contre mes billets ». Et ça, je pense, chaque personne doit faire ça à son temps, à sa manière et dans sa tête, pour être une personne qui reconnaît ses billets et qui lutte à l'intérieur d'elle-même contre ses billets. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, M. Skitt. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à 16h pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. À bientôt.